Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Un grand penseur que nous avons sûrement connu nous a dit de la méditation naît la sagesse. Je voudrais que cette parole reste avec nous durant toute cette émission puisque nous allons une fois de plus traiter encore de la méditation. Et pour ce faire, je vais laisser le soin au professeur Emmanuel Dipote qui m'accompagne et qui est d'ailleurs le concepteur de l'émission, de nous donner les différents angles que nous allons aborder ce soir. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Laura Gatt. Un bonsoir renouvelé pour les téléspectateurs de Canal 2 International et ceux qui nous suivent sur YouTube. Alors, nous allons parler le thème central, c'est méditation et solutions à nos problèmes. Bon, là, on va essayer de décortiquer ces thèmes sous deux angles, la préparation à la méditation et l'éducation à l'alimentation spirituelle. Parce que nous avons commencé l'autre jour de parler un peu de l'alimentation. Aujourd'hui, on va aller un peu plus dedans pour voir qu'est-ce que ça peut bien être utile à s'accorder à une certaine alimentation, dans le même temps faire ses pas dans la méditation. Voilà. Alors, professeur, à la fin de l'émission, que devons-nous garder? Alors, je crois que l'émission nous le dira parce que je ne pense pas que je serai toujours à la hauteur de tes questions, parfois très très studieuses, dont je réservais la fin à ceux qui vont avoir le commentaire à faire par rapport à ce qu'ils vont suivre. Vous l'aviez compris, nous allons passer 90 minutes ensemble. C'est bien sûr la chronique que nous allons vous présenter en deux temps. Vous aurez également une page pratique et la réflexion, sans oublier la possibilité que nous vous donnons de participer à votre émission en nous envoyant les messages via le numéro qui va s'afficher sur le bas de votre petit écran. Alors, si vous êtes déjà bien installé, allons faire un tour vers la méditation, bien sûr, pour devenir des hommes sages demain. C'est la première partie de la chronique. Méditation, solution à nos problèmes. Chapitre 7-10. Préparation à la méditation. Nous entrons à la 7e dimension de l'étude concernant la méditation. Lors de l'avant-dernière édition, nous avons commencé par les bases de cette discipline métaphysique pour essayer de prouver qu'il ne s'agit pas d'une plaisanterie ou d'une histoire ludique pour enfants, mais d'un phénomène studieux. Et au vu de cela, il se confirme que la méditation n'est point une simple étude, mais une formation pure et dure du domaine spirituel. Car, par exemple, il ne suffit pas de dire « je médite mon sort » ou « je médite pour un problème donné ». Il ne s'agit non plus d'adopter une méthode qui avoisine celle de la prière, mais il est question de se mettre à l'écoute de la vie spirituelle. Ceci étant, la méditation s'apprend sous le prisme des postures à travers le lâcher-prise. Elle demande une grande rigueur et une sérieuse détermination, d'où son côté initiatique non négligeable à relever. En insistant sur une des postures, outre le lâcher-prise ou vide mental, qui est l'élément de base pour débuter tout phénomène métaphysique, c'est soutenir que la méditation en dépend. Nous ne le dirions jamais assez que lorsqu'on tient à s'engager dans un chemin qui permet l'auto-spiritualisation, tout doit commencer par une réelle préparation du lâcher-prise. Nous persistons et signons qu'il est question d'ignorer le passé. Cela signifie qu'il est inutile de penser à son enfance et ses souvenirs, même les plus agréables, ou encore d'éviter de se référer aux discours religieux ou autres faits de famille, des engagements et responsabilités, des histoires bonnes ou mauvaises qui ont truffé jusqu'ici son existence. Ainsi, il serait de bon ton de tout ignorer concernant sa naissance, ses parents et même son éducation. Certes, abandonner toute expérience du passé en n'y accordant pas d'intérêt, entrer dans une retraite totale. Autrement dit, devenir quelqu'un qui ne se rappelle d'aucune histoire durant la période consacrée à la méditation. D'ailleurs, nous le disions ultérieurement que cette retraite est nécessaire pour commencer un travail qui s'avère difficile pour tout débutant. Néanmoins, il faut beaucoup d'endurance et de persévérance.
Tout doit se passer d'étape en étape pour mieux asseoir son évolution dans la vie en toute béatitude. En revanche, grâce au lâcher-prise, on serait libéré de ses préoccupations, perd cette pensée qui limite et qui empêche de développer la paix intérieure pour accomplir son être intérieur. On dirait qu'au bout du compte, ces retraites auraient payé. L'importance était de ne point trimballer le moindre fardeau du passé au présent, tout en rappelant que le respect des lois de la nature concourt à l'évolution comme une suite normale du couronnement des efforts, sans lesquels aucun progrès n'est possible. Pourtant, l'effort seul ne suffit pas, sinon pourquoi ne pas rester avec dans le domaine de la prière? Résultat, on doit s'appliquer astucieusement, c'est-à-dire diriger son énergie jusqu'au bon endroit et s'y maintenir jusqu'à ce que la tâche soit accomplie. Pour savoir comment diriger cet effort, il faut comprendre clairement le but de la méditation, car on le disait dans l'une de nos éditions, il se traduit par la beauté du silence du corps, le calme de l'âme et de la clarté de l'esprit. Alors, professeur, nous constatons que durant toute la chronique, on parle du lâcher-prise. Alors, il s'agit de quoi exactement? Le vide mental. Il s'agit de rompre avec son passé. Son passé, c'est un peu complexe, c'est un peu difficile à expliquer ça. Mais c'est de rompre avec ses pensées qui végètent, qui va de gauche à droite, qui vous ramène dans un passé lointain, qui vous amène dans un passé tout proche, c'est-à-dire des problèmes des familles, des situations, de ce que vous avez comme contact avec les autres, les situations professionnelles, plein de choses qui, quelque part, vous distraient. Donc, il faut essayer de vider le mental complètement, faire comme si vous n'existez pas extérieurement, parce que vous êtes à la recherche de votre être intérieur. Ça veut dire que l'existence externe ou extérieure en vous crée une situation de rappel de quelque chose ou des phénomènes qui vont dans le sens de comment vous jouiez quand vous étiez enfant, l'environnement familial qui était le vôtre ou bien les environnements familiaux, parce que il y en a des gens qui ont vécu dans plusieurs familles et qui en ont fait des familles secondaires au point même à adopter des habitudes de ces familles-là et que ces habitudes puissent aujourd'hui vous affecter. Alors donc, pendant la préparation à la méditation, il faut commencer à, peut-être pas bagarrer, mais à s'entraîner, à ne pas être influencé par ces passés, donc prendre la retraite par rapport à ces passés-là. C'est donc ça la base, quoi. Mais professeur, dans les éditions précédentes, vous, quelque part, vous nous avez fait comprendre que la méditation pourrait se faire à un moment donné, à tout moment. Même quand on marche, on peut méditer. Alors, comment est-ce qu'on pourrait donc arriver? Par exemple, nous sommes en route, vous êtes en route, vous êtes peut-être en train de rentrer à la maison. Il y a les voitures, avec tout le bruit de la ville et de la route. Mais à ce moment, on veut bien se lancer dans la méditation. Comment est-ce qu'on pourrait donc arriver à faire ce vide mental, à lâcher prise avec dans un environnement bruyant? Bon, disons, je pense que c'est même le moment idoine pour s'entraîner à méditer. Parce que là, ce n'est pas méditer comme pour dire que c'est peut-être ce qu'il faut faire d'emblée, mais c'est méditer comme pour oublier qu'on est dans un entourage où il y a un marché, où il y a le tintamarre des sonores, je sais pas moi, des bars, c'est pas
bruit émanant des supermarchés qui est dans le mal d'avoir une clientèle fidèle, passe par ces bruits pour attirer l'attention des gens qu'il y a un supermarché par là. Il y a même d'autres qui ont des micros, ils utilisent tous ces brouhaha-là pour capter quelques esprits qui seraient distraits, mais qui, en fait, grâce à ces bruits, il y a une fixation qui a lieu de visiter quand même le marché, le supermarché pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors tout cela, ça fait partie du quotidien de tout un chacun, y compris des personnes qui font dans la métaphysique, qui font dans la recherche de la spiritualité. Et cela ne doit pas se passer comme des épreuves. Ça doit se passer comme le bon moment même de s'entraîner à faire un vide autour de soi. C'est-à-dire que c'est pas en allant se cacher, c'est pas dans un trou très lointain, un trou qui vous éloigne de tout brouhaha, de toute tentation, alimentation, boisson et tout, que vous allez faire un bon apprentissage dans le domaine de la spiritualité. C'est bien évidemment en faisant face à tout cela. Cependant, on ne dit pas aux gens de marcher en méditant, en oubliant qu'il faut traverser la route, en oubliant qu'ils sont sur la chaussée. Non, ça dépend de l'environnement quand même qui garantit le fait que peut-être qu'on est en train de marcher sur un trottoir et qu'il n'y a pas lieu de se distraire comme si vous méditez les yeux, de se distraire des trous, des creux, des ci, des ça, comme si vous méditez les yeux fermés. Non, vous marchez. Bon, ici, la méditation est purement interne, parce que tout ce que vous voyez ne doit pas affecter la méditation. Parce que justement, c'est pour cette raison qu'on parle de vide mental. C'est-à-dire que vous marchez, vous franchissez des zones où vous traversez des zones où il y a parfois des petites embûches, c'est-à-dire un petit creux par là, une dallette qui n'est plus en place et tout. Vous ne faites pas comme les gens qui jouent avec leur téléphone dans la rue ou par moment et peuvent se retrouver que en whatsappant, ils tombent dans un caniveau par hasard. Donc c'est pas de ça qu'il est question, il est question d'un travail interne. Parce que là, ce n'est pas le fait d'être emporté par quoi que ce soit. Mais là, on le dit surtout pour les gens qui font sont dans un environnement assez du genre campagne, du genre village. Un environnement assez calme. Assez calme, beaucoup plus. Parce que pour un début, vous ne pouvez pas commencer à vous mettre en méditation partout, n'importe comment. Pour le débutant, ça risque de ne pas être très facile. Malgré que cela soit quand même une épreuve et qui vous amène à tester votre capacité de s'auto-intérioriser dans un schéma d'une personne qui veut donner réponse à vider tout de soi pour pouvoir intégrer des énergies positives qui émanent du subconscient, du supraconscient et non de son cerveau, par exemple. Pour ce, par rapport à vous entendre, on a l'impression que le moment idoine de la journée serait donc en soirée, lorsque tout le monde est peut-être couché, on a un certain calme qui nous permet de nous évader, de faire donc se lâcher prise. Oui, moi je pense qu'il ne faut pas être
sous pression. Parce que quand on médite le matin, alors qu'on ne s'est pas réveillé tôt, ça risque d'être quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on ferait de la prière. Parce que lorsqu'on descend du lit, on peut dire, et on peut rendre grâce à Dieu pour ceux qui sont créationnistes. On rend grâce à son Créateur. Ben, si vous avez un travail de méditation à faire, qui est un travail fondamentalement profond, c'est comme s'il faut s'y préparer. C'est comme une personne qui se réveille tout le matin pour aller faire son sport et vient maintenant vient se laver, s'habiller et puis peut-être prendre même le petit déjeuner pour les bobos. Donc les gens qui ont trop de moyens et ne sortent pas de la maison, les domestiques sont déjà là. Tôt, on a déjà apprêté le café. Madame peut superviser dans la mesure du possible, mais elle n'est pas obligée de se lever pour s'occuper de son mari parce qu'il y a des gens pour ça. Et là, avant 7h30, on a déjà pris son petit déjeuner. C'est un rituel chez certaines personnes, tous les matins. Alors de même, il peut être rituelique le fait de méditer tous les matins. Et là, on essaie de quadriller le temps de méditation sans empressement. On peut bien le faire le matin, on peut bien le faire à midi, et on peut bien le faire le soir. Ça, c'est des périodes qu'on peut allouer pour faire ces méditations. Mais la méditation, en se faisant à tout moment et tous les jours, fait en sorte qu'on oublie de faire ce que les religieux appellent le péché. On oublie les péchés. On n'est pas en phase avec son environnement, donc on n'est pas en phase avec l'extérieur. On ne voit pas passer les gens, on ne voit pas la journée passer, on ne voit que ce qu'on a à faire d'intermittent entre la période de méditation et la période d'une activité qu'on mène. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en plein dans la communion à établir ou bien établie quoi par ces lâcher prise. Vous êtes en plein dans une communion avec les forces de l'au-delà ou bien avec des vibrations qui sont de nature à permettre à ce que vous redimensionnez votre vie. Parce que redimensionner votre vie ici consiste à ce que vous deveniez une personne affranchie. Et donc il doit avoir une nouvelle orientation, une nouvelle visée, parce que derrière une nouvelle orientation, c'est comme de soi, c'est comme si on a un but à atteindre. Alors en voulant atteindre ces buts, il y a des efforts à faire pour pouvoir y arriver. Donc on persévère, on est déterminé. Voilà. Alors, professeur, on a l'habitude de dire que, parce que généralement les gens qui s'adonnent à la boisson disent que c'est pour noyer les soucis. Mais malheureusement, heureusement, je ne sais pas, le lendemain ou une fois qu'on s'est réveillé, nos soucis sont là et nous regardent. Vous nous dites que le lâcher prise, le vide mental nous permet de nous libérer de nos préoccupations, de notre passé. Est-ce qu'on ne risque donc pas de se retrouver dans le même cas que ces personnes qui, en ayant les soucis le lendemain, ils se retrouvent face à leurs soucis? Oui, les soucis apprennent à nager lorsque vous les noyez dans l'alcoolisme. À force de le faire, vont se mettre à nager et finalement ne seront vraiment pas noyés, donc ne vont pas mourir. Bon, maintenant, ici, ce n'est pas le cas. Le cas n'est pas... Ça ne passe pas par le fait qu'on a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, forcément. Comme pour ne pas oublier que tout le monde, il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans nos vies.
Mais le but de la méditation, c'est que nos vies changent, sans que nous nous préoccupons du changement, que cela est, du moins du genre de changement que nous voulons pour nos vies. Je peux expliquer ça comment. Je vais dire que on n'est pas en train de déplorer une situation qui voudrait qu'on médite. On est en train de mener une action d'affranchissement de soi, une action de communion avec soi-même, une action qui permet à ce qu'on soit à même de subir un changement, des métamorphoses de son être, sans que ça soit quelque chose qu'on est en train de régler comme les aiguilles d'une montre, comme pour dire il est 12 heures. Partout, il faut que ma montre soit aussi à 12 heures. Alors que peut-être que l'heure que tu as correspond à l'heure d'un autre pays et que cela est nécessaire par rapport au rapport que tu as avec des dossiers venant de cet environnement, outre que l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Alors, donc, on ne médite pas pour résoudre les problèmes. On médite parce que la méditation est parce que quand je dis la solution à nos problèmes, il se cache derrière cet aspect qui est comme un slogan, c'est que quand un homme est affranchi, il n'a plus de problème. Donc la solution à un problème est différente à la solution au problème. Parce que l'homme n'a pas qu'un seul problème, l'homme avec grand H. Il a tous les problèmes nécessaires pour sa vie et des problèmes pas nécessaires pour sa vie. Et l'ensemble de tous ces problèmes ne peuvent trouver des solutions que dans la méditation, qui est comme quelque chose qui porte l'homme et qui l'emporte vers un chemin de la spiritualité pour qu'au bout de ce chemin-là, cette personne devienne quelqu'un d'affranchi, quelqu'un du moins, que la personne soit devenue divin. Parce qu'en fait, nous sommes des divins. Nous sommes les fils du Très-Haut. Le Très-Haut là, c'est l'absolu. L'absolu, c'est ce que le commun des mortels appelle Dieu. Donc, c'est un schéma qui permet à la personne qui médite, qu'en méditant, se sécrète en lui, à travers son cerveau et au-dedans de son corps, des hormones, c'est-à-dire le fonctionnement de ces glandes endocrines, va basculer vers la protection du corps. Parce que c'est là où on dit en métaphysique que les glandes endocrines sont nos gardiens invisibles. Bon, ça veut dire que l'hypophyse, l'hypothalamus et bien d'autres glandes vont autrement fonctionner. Le troisième œil va s'ouvrir, on va commencer à voir d'autres choses qu'on ne voyait pas avant de se mettre en méditation. Je crois qu'à la longue, on va, je crois bien, je sais pas, on sera inspiré pour y arriver. À la longue, on va aller dans le sens qui nous permettra de voir comment les énergies sécrétées par l'entraînement, l'applicabilité des lois de la nature qui vont dans le sens à éviter de rester campé dans son passé, avec tout ce que ça entraîne, comme les rancunes contre les autres, contre soi-même. Parce qu'il y a des manquements où
quelqu'un reste comme ça et dit je n'aurais pas dû faire ceci ou cela. Bon, parfois à raison, parce que d'expérience aidant, on constate qu'on a un peu élevé son niveau de raisonnement. On réfléchissait, d'accord, mais on ne raisonnait pas assez. Et le raisonnement étant aussi un chemin qui conduit à la raison étant un autre outil qui amène à la vérité, qui nous conduit à la vérité. Finalement, dans ce schéma, on peut arriver à voir combien on a fauté contre soi-même. Et de même, on va voir comment on a fait avec les autres gens. Mais cela, ça doit être une comment on peut appeler ça, une autoconfession qui permet de par une certaine introspection, de marquer un pas vers l'avant. Mais ça ne doit pas se passer comme si le rapport avec son passé rentre dans le présent comme pour habiller le schéma nouveau qui voudrait que vous laissez de côté le vieil habit du passé et s'arborer d'un nouvel habit pour pouvoir avancer. Alors donc c'est là la complexité du travail à faire. Voilà. Alors pour ça, tout à l'heure, vous avez dit qu'on devrait faire une différence entre solution à un problème et solution à nos problèmes. Et moi, j'ai bien envie de savoir, on va méditer, on va faire le vide, on va lâcher prise. Mais comment est-ce que, puisque nous sommes dans le cadre de solution à nos problèmes, comment est-ce que le lâcher prise, la méditation et tout ce qui va avec, va nous amener à la solution de nos problèmes? Alors, disons, prenons bêtement un exemple d'une personne qui est ambitieuse et qui dit ceci, tant que je suis en Afrique, ou inversement, parce qu'il y a les Blancs qui veulent venir en Afrique, parce que leurs frères sont venus s'enrichir ici, alors qu'ils n'étaient que des clochards en France et autres. Alors, donc tu dis, si je ne voyage pas, c'est la fin du monde. Donc l'ambition voudrait que tu te projettes dans l'imaginaire d'un voyage qui va changer ta vie. Alors tellement tu fonctionnes avec cette idée que tout s'arrête autour de toi. Et finalement tu voyages. Finalement. Parce que qui veut peut. Tu vas travailler, tu vas trouver un réseau, 5 millions, 6 millions, je ne sais pas combien. Et tu vas te retrouver dans le pays de ton choix, ou bien dans ton paradis. Mais sauf que les problèmes ne seront plus les mêmes. Dans cet environnement, beaucoup de choses risquent de ne plus aller par rapport à l'ancien environnement. Simplement parce que ce que tu pensais de ce voyage-là n'est pas en train de se passer comme tu le croyais. Alors là, tu vas éprouver beaucoup de difficultés et tu auras une autre orientation à donner à ton quotidien pour survivre, pour pouvoir s'en sortir un tout petit peu, pour ne pas crever. Alors, certaines personnes ne s'adaptent pas facilement dans cet environnement. Deviennent des messieurs qui ne sont plus capables de retourner chez eux et même là-bas ne sont pas capables de mieux vivre. Et puis, il peut s'avérer que tout de ton quotidien en termes d'alimentation et bien de choses que vous aviez un peu maîtrisé ne marche pas de cette manière-là. Alors donc là, la difficulté de vouloir avancer spirituellement
ou de faire avancer sa vie tant spirituellement que matériellement, arrive à un niveau où, bon, on commence à vivoter. Dans cette forme de survie, on constate qu'on a fait une erreur. Là, on n'a pas pu résoudre le minimum de problèmes qu'on avait, c'est que la précarité qu'on vivait, une précarité apparente, pas vraiment profonde, mais parce que l'ambition ou l'ambitieux que vous êtes, vous pensez que vous êtes plus malheureux que tout le monde sur la terre en vivant où vous viviez à ce moment-là. Alors, vous n'allez pas résoudre vos problèmes. Donc, c'est pas comme ça que ça se passe avec la méditation, c'est-à-dire la méditation n'est pas une certaine forme d'ambition où on a besoin d'utiliser des outils qui vont dans le sens à résoudre des problèmes après un problème, un autre, ainsi de suite, puisque les problèmes sont tellement nombreux. Mais c'est travailler spirituellement pour son affranchissement, pour sa liberté, pour devenir un homme libre grand H. C'est-à-dire des événements qui passent autour de toi ne te concernent que de manière apparente. Ces événements sont l'actualité médicale, l'actualité politique, tout cela, ça ne te concerne pas. Parce que c'est des folies. Hein? C'est des folies des mondains. Alors, tu es une personne qui est dans ce monde, mais qui n'appartient pas à ce monde. C'est ce que tu es élu comme, disons, qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est ta nouvelle option. Hein? Ton option, ce n'est pas une option ambitieuse. C'est une option rationnelle, et c'est une option objective et en même temps subjective. C'est-à-dire que dans la subjectivité, tu vois le pour, le contre des choses venir derrière le voile qui conduit vers l'affranchissement. C'est-à-dire que ce que les autres gens ne voient pas, qui les voient les yeux, ne te concerne plus. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que lorsqu'on fait une bonne méditation, ou bien lorsqu'on s'entraîne, lorsqu'on étudie la méditation, et au point à bien la maîtriser, au point à ce que cette étude-là vous amène à comprendre que vous êtes dans un véhicule où le chemin que emprunte ce véhicule est la spiritualité, et que le chemin là, je le dis, je répète, je le martèle, vous conduit à votre divinisation pour devenir divin. Devenir divin, vous n'avez plus le temps ni l'espace. Vous voulez voyager, vous voyagez sans avoir besoin d'emprunter des supports que sont les avions, les bateaux, les voitures et tout. Sauf le jour que vous voulez voyager avec les gens, que vous prenez un avion. Vous voyagez au-delà de notre planète. Vous allez dans d'autres planètes, Mars, Vénus, hein, assister à des colloques qui existent dans ces planètes-là et réservées aux personnes affranchies. Donc, ce n'est pas les petits problèmes de nourriture, les problèmes de travail, les problèmes, les problèmes sentimentaux et tout ne vous concernent plus. La méditation aura donc résolu tous ces problèmes-là sans que vous ayez à vous préoccuper de ces problèmes-là. C'est-à-dire que la méditation ce qu'on dit en médecine, hein, en médecine on parle de traitement holistique, c'est-à-dire le corps global. Hein, le traitement holistique
est du genre que on s'est campé seulement sur l'équilibre acido-basique. On ne sait pas qu'est-ce que c'est que la conjonctivite, l'asthme, le diabète et tout, parce que la réponse de toutes ces choses-là est à retrouver cet équilibre acido-basique. Vous n'avez pas besoin d'être, cette fois-là, médecin, pathologue de telle spécialisation ou de cette telle spécialité, ou médecin, je ne sais pas moi, naturopathe, homéopathe et tout, c'est-à-dire tu fais médecine, tu fais l'homéopathie, tu fais naturopathie, tu alignes tout ça pour que le moment donné, tu sois tantôt en train de faire déplacer les perfusions, tantôt en train de prescrire des médicaments qui ont des excipients très dangereux, avec des effets cancérogènes, tératogènes, mutagènes, génotoxiques et tout. C'est-à-dire tu ne fais pas dans le genre tout faire pour plaire à un malade ou quoi. Non, tu essaies de voir comment travailler fondamentalement pour sortir quelqu'un de la situation, auquel cas tu le libères, tu lui donnes la chance d'aller ailleurs, faire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il aura fait, et voir si la personne est ainsi récupérée, on peut commencer à rééquilibrer son acidité, son alcalinité dans le même temps. Donc en fait la méditation, en fait, c'est quelque chose qui devrait permettre à l'homme de ne plus avoir des problèmes. Parce que les problèmes existentiels concernent des gens qui sont de notre planète, comme n'étant que les gens n'appartenant qu'à cette planète. Mais notre vie étant double, c'est-à-dire que l'existence d'un homme n'est pas que matérielle, est immatérielle. Donc ce qui est du matériel concerne la Terre, la planète Terre. L'immatériel concerne une autre dimension qui versée dans le monde supérieur. Et cette dimension qui versée dans le monde supérieur ne s'intéresse pas à la prière. La prière ne nous amène pas à cette dimension. Cette dimension qui versée dans le monde supérieur, ce n'est pas les diplômes qui vont nous permettre d'aborder tous les pans de ce qui impacte l'évolution vers le monde supérieur. Non. C'est métaphysique, c'est autre chose. Voilà. Alors pour ça, on va revenir là-dessus, mais on va d'abord proposer aux téléspectateurs la deuxième partie de la chronique et puis on va se retrouver pour la suite de nos questions. De l'éducation à l'enseignement de la spiritualité. Qui dit éducation dit initiation. Et l'enseignement, c'est quoi donc? L'enseignement est défini comme étant la transmission de la connaissance par l'aide à la compréhension et l'assimilation. Cela induit un fait, l'intuition. Et l'intuition devrait provoquer un fait initiatique. Probablement, l'enseignement est un ensemble d'activités d'un mouvement scolaire sous forme de leçons tirées d'une quelconque expérience, même si celle-ci ne donne pas satisfaction en termes de résultats sérieux. Malheureusement, éduquer ou enseigner, tel que vous en êtes héritier, cela n'est qu'un long processus résultant des concepts et imaginations qui partent de l'époque médiévale avec pour instituteurs principaux les parents. Ils n'enseignent justement que leur propre façon de voir les choses. Et l'école classique d'aujourd'hui en a été l'héritage dont les origines trouvent ses bases sur le fait de lire et écrire. On a affaire à l'école française ou l'école romaine. Contraire de ce qui est de l'école de mystère datant depuis l'arrière-antiquité, en principe celle de l'Égypte. Une école où l'éducation initiatique sert de base pour toute formation. Parce que la base de l'école classique a été tronquée, qu'elle ne prend pas sa source sur le caractère primordial de toute science liée à la spiritualité,
voire celles qui s'intéressent à l'observation, l'expérimentation et le résultat, que tout est tombé en dérision. Car l'école classique est bel et bien celle qui produit des résultats d'un feu de paille jamais concret. Cela est dû à une influence matérialiste dont la malice, venant de l'avidité des malins, prend le dessus. Résultat, le côté initiatique au mystère n'a donc pas pu intégrer cette forme d'enseignement, s'attaquant plutôt au cerveau qu'il formate et fait de tous des simples apprenants et non de comprenants. On y obtient des diplômes sans savoir comment respirer, comment manger, moins encore à quoi sert véritablement le fait de consommer l'eau. C'est en fait une école où le mensonge, le mercantilisme, le propagandisme et autres formes de corruption mentale font l'apanage d'une communication qui fait ombrage à la vraie formation sciatique, profitable aux étudiants de la vraie école. Professeur, tout à l'heure, on venait de suivre la chronique qui traitait de l'enseignement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de revenir un peu sur la méditation et la solution à nos problèmes. Tout à l'heure, je lisais les messages et puis quelqu'un disait, mais est-ce qu'en ce moment, on a besoin de résoudre les problèmes du genre se retrouver, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la divinité et qu'il fallait un niveau, arriver à ce niveau-là. Il ne peut avoir des problèmes de nourriture, de travail et tout le reste. Alors, est-ce que on a réellement besoin de ça en ce moment? On a besoin d'être fort en tout moment, à tout moment. On a besoin d'être fort à tout moment. Parce que la première chose qui fait nous ne sommes pas forts, c'est que la psychose se généralise, la peur s'installe partout. Et au-delà de la simple peur, les phobies et tout, ça magasine dans la société, ici et là, dans les têtes des gens, et puis ça se généralise. Même les plus forts deviennent dubitatifs parce qu'ils se posent la question, est-ce qu'ils ne sont pas en train de commettre une erreur? Parce que je donne un exemple simple. Alors, lorsque le blanc arrive en Afrique, il dit que le moustique, la nouvelle femelle, donne le palu. Il n'a jamais guéri le palu. Le taux de pourcentage des paludiens a plutôt augmenté. La mortalité a pris plus d'ampleur qu'avant. Parce que des rapports, des recherches, du moins des rapports des institutions qui s'occupent de ce domaine-là, qui travaillent dans ce domaine-là, je vais dire, relèvent qu'avant 1960, le taux de mortalité de paludisme était en deçà de 40%. Avec l'installation de la médecine officielle qu'on a baptisée médecine moderne, le taux est passé de moins de 40% à plus de 60% de nos jours. Alors, quel apport le travail des recherches d'une certaine forme de science a pu donc faire pour à ce que le taux de mortalité diminue complètement? Parce qu'on ne va pas, par exemple, à l'hôpital, excuse-moi, je tire la parenthèse, pour aller consommer les médicaments à vie. Dans la tête des Noirs avant, aller à l'hôpital, on y allait pour guérir, pour chercher la santé. Aujourd'hui, comme le pays champion du monde en médicaments, la France, en consommation de médicaments, est colonisé l'Afrique, nous partons à l'école pour devenir des consommateurs de médicaments. Alors donc maintenant, la subtilité de la chose voudrait donc qu'on fasse attention par rapport à notre vie et non par rapport aux choses qu'on entend ou qu'on écoute ici et là. C'est-à-dire des discours. Parce que
vous allez trouver une maison où quand les gens maîtrisent le fonctionnement de l'air digestif, particulièrement le fonctionnement de l'air colon, il n'y a pas de paludisme du tout. Du tout. Parce que toutes les maladies, c'est-à-dire tous les déchets qui remontent au niveau du foie et que le foie n'arrive pas à phagocyter, c'est dans ça que se retrouve ce que le blanc dans sa médecine va appeler les plasmodiums. Il va accuser les moustiques. Carrément. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous arrivez dans un environnement où vous ne comprenez rien du tout de cet environnement-là, parce que ce n'est pas votre environnement. On ne peut pas nous dire que les premiers, les colons qui sont arrivés ici, les gens comme Dr Jameau, qui voyaient les gens affaiblis par les travaux forcés et accusaient les mouches tchétchés, hein, et qu'aujourd'hui, parce que nous ne sommes plus dans les travaux forcés, et que l'endormissement, c'est de l'affaiblissement qui faisait dormir les gens, je vais dire, n'existe plus. Qu'on dise, grâce à Dr Jameau, voilà, hein, on a éradiqué la maladie du sommeil, hein, et pourtant les mouches tchétchés continuent à exister. Bon, on a éradiqué la maladie du sommeil avec un produit qui finalement, la lomodine, qui finalement, on a constaté que c'était un poison et qu'on vaccinait les gens obligatoirement avec, hein, et avec l'armée de l'époque. Donc, ça tuait les gens plus que ça les aidait. Voilà. Mais maintenant, on va te dire, docteur Jameau, vraiment, un petit infirmier qui est sorti de nulle part et qui ne comprenait rien de l'Afrique, et qui ne voyait pas la relation entre les travaux forcés et l'affaiblissement des personnes qui étaient soumises à ces travaux forcés-là. Non, il ne voyait pas. Et ce qu'il voyait, c'est que comme il n'arrive plus à travailler, parce que vous travaillez, vous n'avez pas de nourriture, puisque vous n'avez pas le droit de faire les champs, vous êtes dans les plantations que les colons veulent, par exemple, le coton, par exemple. Quand vous travaillez dans ça, vous n'avez pas de salaire, vous n'avez pas de nourriture, vous ne travaillez plus vous n'êtes plus dans votre environnement. Alors donc, on va te dire, non, le paludisme, machin et tout. Alors, ceux qui ne croient pas à ces discours n'ont jamais le palu, dans le même sens que les autres qui croient au discours. Tu sais que quand ton ventre, tu n'arrives pas à faire les selles, au bout d'un moment, la température arrive. Dès que tu maîtrises les selles, la température baisse. Aussi simple que ça, c'est bête ce que je dis là. Mais c'est une histoire d'expérience de 45 ans de recherche que je suis en train de dire, de communiquer comme ça, et via l'historicité du paludisme qui part de la maladie des saisons, la maladie des marées, jusqu'à la maladie parasitaire. Donc quand on suit tout ça, de l'époque d'Hippocrate jusqu'à nos jours, on comprend où est-ce qu'on a fauté et quel était le but de fauter. Alors, donc, je dis ceci. S'il y a des pandémies, il y a les épidémies et tout, ça attrape les gens qui sont prédisposés d'abord mentalement à donner réponse. Mentalement, leur corps va donner réponse à ces pandémies, à ces épidémies, mentalement d'abord déjà. De deux, au-delà de la force mentale, se donner un environnement qui rentre dans un cadre de la prise de conscience. C'est ce que on venait de voir dans la deuxième partie de notre chronique, d'une certaine éducation qu'on n'a pas eue à l'école, mais qu'on s'autoduque. Hein? Parce que l'école, c'est une hégémonie qui donne réponse à la pensée unique. Hein, qui est une pensée impérialiste, c'est-à-dire de l'exploitation de l'homme par l'homme. Alors,
les hommes étant devenus les prédateurs des autres par le biais du bâton à feu, qui est devenu une arme, et le développement des armes jusqu'aux armes de destruction massive, qui est resté la chasse gardée de certains pays, où leur superpuissance ne se passe pas dans le sens de protéger la planète, mais ça se passe dans le sens de marcher sur les habitants de la planète et sur eux-mêmes et sur leurs biens. Alors, finalement, on ne peut pas dire aujourd'hui que si on a compris la situation géopolitique, la situation de la science, ce qu'ils appellent science, que nous, en métaphysique, on ne comprend pas quel sens cette science-là donne, parce que la science, elle est philosophique, d'abord, avant qu'elle ne soit une simple science. Parce que la science scolaire, c'est une science qui ne fait pas le résultat. Et la science, c'est l'observation, l'expérimentation et le résultat. Prenons le cas des vaccins. Excuse-moi, nous sommes dans l'actualité et notre émission, elle est sociale. Alors, on te dit que certaines personnes meurent malgré qu'on les ait vaccinées. D'autres continuent à contaminer les gens malgré que ce soit les fake news et tout. Tout cela, le doute doit bénéficier celui qu'on vaccine, pas celui qui propose le vaccin. Parce que celui qui propose le vaccin gagne de l'argent dans ça. Donc, si quelqu'un vend les beignets au marché, au quartier, si tu doutes de ces beignets parce que tu penses que tu vas ramasser le sable de tes dents, puisque tantôt tu n'es pas trop sûr comment ça se passe avec ces beignets-là, le doute doit te profiter. On ne peut pas t'imposer de manger ces beignets-là. Alors donc, on va donc se retrouver que tantôt on contamine malgré qu'on est vacciné. Tantôt on dit que ça tue. Tantôt on dit qu'il faut encore d'autres doses pour pouvoir être immunisé. Alors, finalement, ce n'est pas la science. Parce que la science, ce n'est pas du tâtonnement. C'est vrai que la science médicale est basée sur les probabilités. Mais ce n'est pas la science. Parce que tout ce qui est tâtonnement n'est pas une science. C'est pourquoi en métaphysique, nous pensons que la science, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, qu'on comprend. C'est-à-dire, c'est du comprenant. C'est-à-dire, comprendre pourquoi tu prescris le paracétamol aux gens. Pendant ce temps, certaines vidéos expliquent que le paracétamol est dangereux pour le foie. Hein? Tu prescris le ibuprofène aux gens, on te dit que chez certaines femmes, ça empêche la fécondation, et chez certains hommes, ça les met en situation d'impuissance. Alors, donc tu prescris un truc aléatoire qui n'a pour objectif que de calmer un mal, juste là, instantanément. Et tout le tralala continue, ou alors d'autres choses viennent s'ajouter. Alors, ce n'est pas la science comme ça. Alors, mais professeur, dans cet environnement-là, la méditation, donc, qu'est-ce qu'elle va nous apporter pour nous qui sommes, disons, des profanes, puisque ne connaissant pas ce qui se cache derrière les vaccins, ne connaissant pas ce qui se cache derrière la médecine classique, mais on sait quand même que quelque part, on nous parle de la méditation. Donc, à ce moment, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Alors, donc, la méditation s'apprend. Ça s'apprend, ça veut dire que c'est une nouvelle école pour certaines personnes qui étaient censées mener leur spiritualité dans la prière. Et on a beau prier, le confinement n'a rien changé. Au contraire, on a interdit même de prier puisque les mosquées, les chapelles, les cathédrales et tout se vidaient pendant une bonne période. On ne se rassemblait plus pour prier. Et les gens qui ont pris l'habitude de prier en groupe avaient des difficultés de continuer à prier normalement. Et le problème se pose donc maintenant, est-ce que la méditation peut donc remplacer ces prières-là et faire quoi? Je comprends ta question.
tu reviens, tu insistes et tout. Bon, moi je dis ceci, la méditation se prépare. Vous ne pouvez pas vous lever le matin directement, vous prenez le syllabaire même, vous commencez à lire. Il faut qu'on vous dise B, A, Ba, B, A, Ba, hein, T, A, Ta. Maintenant, qui va vous dire ça? De un, de deux, quand est-ce que on partira du syllabaire vers la lecture de Mamadou Ebineta? Bon, donc des grandes lectures. Il faudra du temps. Alors, pour ne pas arriver à traîner les pas, il faut donc une éducation du point de vue de l'alimentation spirituelle, que nous avons commencé à parler de ça il y a un an. Parce qu'avec l'alimentation spirituelle, vous n'avez plus le côlon incomplet, vous avez commencé à faire un travail post-méditation. Vous n'avez pas le côlon incomplet, votre digestion est bien, vous n'avez pas une diminution des globules blancs, vous n'avez pas une emprise sur les globules rouges, vos plaquettes sanguines n'ont aucun problème, vous ne pouvez pas développer des problèmes, des situations, du moins des maladies, ne fût-ce que pandémiques. Vous n'êtes pas concerné ni par les virus, ni par quoi que ce soit que le commun des mortels connaît. Ça ne demande pas qu'on prie trop ou qu'on médite trop. Ça demande qu'on régule son mode de vie. Et ça, c'est plus d'un an que nous tournons autour de ça. Par contre, maintenant, rentrer dans les postures de lâcher prise de ci et de ça, c'est déjà des outils qui ne s'occupent pas du mondanisme. Parce que je ne suis pas dans le mondanisme en parlant de la méditation. Je ne suis pas dans la pandémie. Nous avons fait des séries d'émissions concernant cette pandémie-là en rapport avec la métaphysique et tout. Les pandémies, c'est des petites choses pour des initiés. Si, comme je parlais là, que je me prévois l'initié et que je sois attaqué par des situations pandémiques, sauf si c'est des faux tests. Parce que les tests là rendent les gens plus malades que vrai, parce que d'abord il n'y a aucune preuve qu'un test est sérieux. Parce que, voilà, une infection n'est pas connue. Parce que si c'est connu, on peut barrer la voie, ça, en disant tu n'entres pas. On est surpris que les gens sont infectés. À quel moment on a pu faire un travail qui permet de savoir comment détecter l'infection? C'est des supputations. Tantôt on vous met un truc qui change votre température, et qui lit votre température. Tantôt c'est des cotons qu'on met dans ton nez, on enfonce là-bas, au point que si le coton là a des produits, ces produits-là vous infectent. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on fait comme ça, à la va-vite, dans la panique. Panique politique, panique scientifique, donc panique scientiste, pas scientifique. Panique de tout genre. C'est tout le monde qui a peur. Pire alors les gens qui devraient être beaucoup plus aguerris par l'intellectualité, du fait d'avoir eu des gros diplômes universitaires, pour preuve que c'est des scientifiques. Ils ne devraient pas avoir peur des virus. Parce que d'aucuns connaissent même tous les virus qui existent dans la vie. Tant chez les animaux que chez nous les hommes. Mais qu'est-ce qui fait peur finalement? Ça montre qu'ils ne savent rien. Ils sont diplômés, mais ils ne sont pas intellectuels. C'est ça le problème. Donc, maintenant, je ne dis pas la méditation. Allez, vous allez méditer, le test sera négatif. Méditer, ça sera positif si c'est un faux test. Parce que le test positif est la réponse de comment fonctionne ton corps. Il peut s'avérer que tu es trop soulard et que les ingrédients, les particules qui partent des boissons que tu consommes, tantôt tu mélanges les bières, les whisky et du vin, vous n'avez pas le même sang que l'autre qui ne boit que de l'eau.
Il ne faut pas qu'on nous raconte des histoires. Vous ne ressemblez à rien à celui qui boit que de l'eau. Et cela, on ne peut pas aussi faire croire aux gens que déjà, chacun a son tempérament. Chacun est né dans un environnement où ses parents étaient alcooliques ou quoi, où ses parents étaient des diabétiques. Hein? Il développe des pathologies héréditaires déjà à la base, hein, à la naissance. Alors, on va faire un test. Pour toi, même chose. Pour l'autre, même chose. Ah mais non, c'est faux. Il faut qu'on soit quand même sérieux. Bon, on va dire, bon, maintenant, les mesures barrières. Moi, je mets un truc, ça m'étouffe. L'autre, il vit avec ça toute la journée. Bon, il n'a pas la chance parce que la réponse des gaz carboniques ne se fait pas rapidement dans son corps. Il se contente du fait qu'il n'étouffe pas. Mais il cumule les déchets, les COD, dont le gaz carbonique, au point où quand le moment va arriver à ce que son corps donne réponse à tous ces désordres qui est parti du fait de la peur, ou même à la maison, quand il est avec sa femme, il a son masque, il dort au lit, il a le masque, parce qu'il ne sait pas à quel marché son épouse était partie aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle aurait dû ramasser là-bas, ou inversement. Ah non, attention, c'est pas la méditation ne s'occupe pas de ces genres de situations. La méditation, c'est quelque chose qui, quand on a fini de faire la préparation du point de vue son mode de vie, on rentre maintenant dans la préparation, parce que le mode de vie aligne des systèmes, des genres d'alimentation, où on a parlé de l'air, on a parlé de l'eau, on a parlé des nutriments. Tout cela, ça remodèle l'organisme et ça protège l'organisme contre les attaques extérieures. Voilà. Alors, professeur, effectivement, vous avez parlé tout à l'heure de l'éducation parce qu'on fait allusion aux chercheurs et autres qui, malheureusement, sont dans le tâtonnement. Et vous parlez dans la chronique d'une éducation initiatique. Alors, quelle serait donc, je vais dire, à quoi consisterait l'éducation initiatique? Alors, lorsque vous élevez les poules, le coq, les canards, les dindons, je parlais d'abord des oiseaux de la basse-cour, vous allez remarquer, si vous aviez les possibilités de faire attention à leur vie, je dis dans la nature. Bon. Ce n'est pas des oiseaux sauvages comme les perdrix, mais c'est des oiseaux domestiques. Alors vous allez remarquer que les poussins sont éduqués par leurs parents, particulièrement par leurs mamans. La même chose sur les canetons, ainsi de suite. Donc l'éducation initiatique est une éducation de base, pas une éducation de base politicienne, non, une éducation de base. C'est-à-dire, le genre humain devrait manger humain, ne devrait pas manger artificiel. Dans le genre humain, la nourriture est en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes né. Quand vous changez d'environnement, beaucoup de choses changent. Et des mutations cellulaires se font par rapport à votre nouvel environnement et votre nouvelle alimentation. Ce n'est pas la même chose lorsque vous restez dans votre environnement. Et l'éducation de base, qui se veut initiatique, se le veut parce que ça pérennise le genre humain dans le sens, comment on peut dire, environnemental ou bien alors communautaire.
C'est-à-dire, on peut trouver des communautés dans le monde qui vivaient longtemps, simplement parce que ne sont pas inféodés par des donneurs de leçons. Les donneurs de leçons, ce sont des explorateurs qui, devenus esclavagistes, qui, devenus colons, ont changé complètement la donne mondiale. Alors, à partir de là, on a une difficulté aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui est nécessaire pour l'homme que nous sommes ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Je ne sais pas. Donc l'initiation, c'est quelque chose de fondamental. Et derrière l'initiation, il y a ce qu'on appelle la métaphysique sur la base traditionnelle. C'est-à-dire, les gens ont la même manière d'agir lorsque ils ont une douleur. Si vous vous tapez le doigt avec un outil, peut-être que vous êtes en train d'enfoncer un clou et que le marteau lâche la tête de ce clou-là, ça vous prend le doigt. Première réaction, c'est le magnétisme fluidique. Vous allez souffler le doigt. D'autres vont aller jusqu'à mettre le doigt là dans la bouche pour créer un champ magnétique assez fort afin de permettre d'assouplir la douleur. Et là, la réaction là peut entraîner à ce que de manière instantanée, la douleur baisse. Et cela est mondial. C'est mondial. Donc, c'est une initiation qu'on peut appeler l'intuition ou les réflexes. Voilà. Donc, je crois qu'on aura le temps de revenir sur l'éducation, mais on va d'abord faire un petit arrêt en proposant aux téléspectateurs la réflexion. On vous laisse découvrir et on se retrouve juste après. Charte de l'impérialisme. La présente charte a été élaborée à Washington pendant la traite négrière, ensuite discrètement négociée à la conférence de Berlin en 1885, pendant que les puissances occidentales se partageaient l'Afrique. Ils négocièrent secrètement à Yalta le partage du monde en 2 blocs après la Deuxième Guerre mondiale, et pendant la création de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Disposition générale. Article 1. Devise de l'impérialisme. Gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Article 2. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Article 3. Tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous, qui l'exerçons par la pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Article 4. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles, et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le tiers-monde. Article 5. Tous les dictateurs doivent mettre leur fortune dans nos banques pour la sécurité de nos intérêts. Cette fortune servira de dons et crédits accordés par nous comme assistance, et d'aide au développement aux pays du tiers-monde. Des régimes politiques. Article 6. Tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal, légitime et démocratique. Mais tout autre pouvoir ou gouvernement qui n'émane pas de nous est illégal, illégitime et dictatorial, quelle que soit sa forme et sa légitimité. Article 7. Tout pouvoir qui oppose la moindre résistance à nos injonctions, perd par le fait même sa légalité, sa légitimité et sa crédibilité. Il doit disparaître. Des traités et des accords. Article 8. On ne négocie pas les accords et les contrats avec les pays du tiers-monde, on leur impose ce qu'on veut, et ils subissent notre volonté. Article 9. Tout accord conclu avec un autre pays, ou une négociation sans notre aval est nul, et de nul effet.
des droits fondamentaux. Article 10. Là où il y a nos intérêts, les pays du tiers-monde n'ont pas de droits. Dans les pays du Sud, nos intérêts passent avant la loi et le droit international. Article 11. La liberté d'expression, la liberté d'association, et les droits de l'homme, n'ont de sens que dans le pays où les dirigeants s'opposent à notre volonté. Article 12. Les peuples du tiers-monde n'ont pas d'opinion, ni de droit, ils subissent notre loi et notre droit. Article 13. Les pays du tiers-monde n'ont, ni culture ni civilisation, sans se référer à la civilisation occidentale. Article 14. On ne parle pas de génocide, de massacre ni de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité dans les pays où nos intérêts sont garantis. Même si le nombre des victimes est très important. Des finances publiques. Article 15. Dans les pays du tiers-monde, nul n'a le droit de mettre dans leur banque un montant d'argent au-dessus du plafond que nous avons fixé. Lorsque la fortune dépasse le plafond, on la dépose dans l'une de nos banques pour que les bénéfices retournent sous forme de prêts ou d'aide économique au développement en espèces ou en nature. Article 16. N'auront droit à l'aide précitée les pays dont les dirigeants font preuve d'une soumission totale à nous, nos marionnettes et nos valets. Article 17. Notre aide doit être accompagnée des recommandations fortes de nature à empêcher et briser toute action de développement des pays du tiers-monde. Des traités militaires. Article 18. Nos armées doivent être toujours plus fortes et plus puissantes que les armées des pays du tiers-monde. La limitation et l'interdiction d'armes des destructions massives ne nous concernent pas, mais s'imposent aux autres. Article 19. Nos armées doivent s'entraider et s'unir dans la guerre contre l'armée d'un pays faible pour afficher notre suprématie, et se faire craindre par les pays du tiers-monde. Article 20. Toute intervention militaire a pour objectif de protéger nos intérêts, et ceux de nos valets. Article 21. Toute opération d'évacuation des ressortissants des pays occidentaux cache notre mission réelle, celle de protéger nos intérêts, et ceux de nos valets. Accords internationaux. Article 22. L'ONU est notre instrument, nous devons l'utiliser contre nos ennemis, et les pays du tiers-monde pour protéger nos intérêts. Article 23. Notre objectif est de déstabiliser et détruire les régimes qui nous sont hostiles et installer nos marionnettes sous la protection de nos militaires sous la couverture des mandats des forces de l'ONU. Article 24. Les résolutions de l'ONU sont des textes qui nous donnent le droit et les moyens de frapper, de tuer et de détruire les pays dont les dirigeants et les peuples refusent de se soumettre à nos injonctions sous la couverture des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Article 25. Notre devoir est de maintenir l'Afrique et d'autres pays du monde dans le sous-développement, la misère, la division, les guerres, le chaos pour bien les dominer, les exploiter et les piller à travers les missions des Nations Unies. Article 26. Notre règle d'or est la liquidation physique des leaders et dirigeants nationalistes du tiers-monde. Article 27. Les lois, les résolutions, les cours et tribunaux des Nations Unies sont nos instruments de pression contre les dirigeants et les leaders des pays qui défendent les intérêts de leur peuple. Article 28. Les dirigeants des puissances occidentales ne peuvent être poursuivis, arrêtés ni incarcérés par les cours et tribunaux de l'ONU, même s'ils commettent des crimes de guerre, de génocide, ou des crimes contre l'humanité. Nous venons de vous présenter là une vidéo qui parle à suffisance, donc chacun ira de son intelligence, de sa compréhension. On va tout de suite passer à la page pratique qui aujourd'hui va traiter des vaccins. Et puis on va revenir pour le SOS des téléspectateurs.
complètement empirique et ça ne repose sur aucune base scientifique. Cela dit, ça va probablement changer. Parce qu'il y a deux immunologies. Il y a l'immunologie que tout le monde connaît, a entendu parler, celle qui est à la base même des vaccins et qui vise à provoquer dans l'organisme du vacciné une réponse immunologique forte, spécifiquement contre l'agent qu'on a utilisé pour la vaccination, contre le virus de la polio, si c'est le vaccin de la polio par exemple. Bel objectif, mais on s'est rapidement aperçu que pour la plupart des vaccins, ça marchait si on ajoutait quelque chose, si on adjuvait quelque chose. Des adjuvants, à mon sens, il y en a eu des centaines depuis 30 ans, 40 ans utilisés, sans jamais aucune étude publiée justifiant scientifiquement leur utilisation et nous disant « mais vous ajoutez ça dans le vaccin, pourquoi faire? Qu'est-ce que ça fait ?» Et la seule réponse est « la réponse est plus forte ». Mais pourquoi est-ce qu'elle est plus forte? Et là, on entre dans un problème nouveau qui est en train de s'éclaircir. Quand je dis en train, ça va demander 10 ans, à savoir qu'il y a une deuxième immunologie qui est innée, il n'y a pas besoin de vaccin, elle est présente dans toutes nos cellules, qui ont la capacité de reconnaître grossièrement une substance qui rentre. Est-ce que c'est de l'aluminium? Est-ce que c'est une bactérie? Est-ce que c'est un virus? De quel type? Seulement, ces réponses-là, elles peuvent être très dangereuses. D'abord parce qu'on ne les a pas étudiées systématiquement. Donc au fond, on ne sait pas très bien. Ça renforce le vaccin? Bon, oui, mais quoi d'autre? Pas chercher. Deuxièmement, a priori, on a des raisons de penser que ces réponses peuvent être violentes. Les meilleurs exemples qu'on puisse donner, c'est les malheureux d'entre nous qui sont allergiques. Non, ça fait en gros 10-15% des gens. Et qui déclenchent des réponses très violentes devant des, entre guillemets, des adjuvants, c'est-à-dire des molécules étrangères qui ne sont pas en elles-mêmes directement dangereuses, comme les grains de pollen ou les poils de chat, hein, et des réponses extrêmement violentes. Eh bien, on est dans le type de réponse innée que beaucoup d'entre nous ont. Je vous ai dit 20% à peu près. Les adjuvants, ça déclenche aussi, on commence à le savoir, des réponses immédiates et qui sont susceptibles de renforcer la réponse immunitaire que cherche à fabriquer le vaccin. C'est en ce sens que ces adjuvants peuvent avoir un effet positif sur cette réponse immunitaire. Le problème, c'est qu'il y a tout lieu de penser petit a et petit b. Petit a, avec certains adjuvants, ça pourrait bien réduire au contraire la dépense immunitaire. Et petit b, avec d'autres adjuvants, il pourrait y avoir des effets dangereux, toxiques, directs, indépendants de la réponse vaccinale qu'on cherche à produire. Et c'est là où on peut craindre que certains adjuvants soient éventuellement la source de pathologies graves chez certains sujets. Pas chez tous, mais on retombe sur le problème de l'allergie, ça ressemble beaucoup. Hein. Pas la moindre idée dans l'état actuel des recherches sur ce sujet, qui sont encore embryonnaires. Hein. Le concept d'immunologie immédiate, si vous voulez, innée, il est en gros accepté depuis 10-15 ans. On lui a donné le prix Nobel il y a 2 ans. C'est vraiment quelque chose de, à l'échelle de l'histoire des sciences, c'est tout récent, c'est hier. Et on est très loin d'avoir analysé la totalité des réponses possibles de ce système qu'au fond, on vient de découvrir en nous-mêmes. L'immunologie est enseignée de façon assez détaillée et approfondie, mais on n'y parle jamais de vaccinologie. Vous me dites qu'on passe 1 heure sur les vaccins. Je pense que dans la plupart des facultés, on apprend le calendrier vaccinal. Point. Et c'est tout. Et c'est pas étonnant, parce que les immunologistes se sont intéressés au fonctionnement du système immunitaire normal. Aucun d'entre eux, aucun ne s'est intéressé au vaccin, à la vaccinologie. Je ne serais pas éloigné de vous dire qu'en 2013,
on n'en sait pas beaucoup plus que génère Pasteur il y a 200 ans et 100 ans, et 100 ans, plus même que 100 ans. Alors ça, il est clair qu'on les sous-estime sûrement, et qu'il n'y a pas de groupe d'immunologistes qui se soient attelés à dire mon objectif dans les prochaines années, ça va être d'analyser le mécanisme des réponses de tel ou tel adjuvant, qui est des travaux éventuels sur un cas, dans un laboratoire une fois, etc. Il n'y a pas eu, d'action concertée voulant répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est exactement que la réponse au vaccin? Et quel est le rôle de tel ou tel adjuvant? Parce qu'ils n'ont pas forcément le même rôle, il faut voir. Et pour aller encore plus loin, je vous dirais qu'on commence à s'apercevoir qu'introduire un corps étranger, un antigène, dans l'organisme avec un adjuvant, théoriquement, ça entraîne une réponse vaccinale recherchée de défense qu'on sait. Mais quelquefois, c'est l'inverse. Alors, nous sommes de retour sur le plateau. Et professeur, la première question, puisqu'il s'agit du SOS des téléspectateurs, comment arriver à faire le vide autour de nous, à se concentrer pour pouvoir mener une bonne méditation? Alors, on a essayé de parler de ça au début de cette série d'éditions, où on a estimé qu'il faut une certaine volonté de manière à faire en sorte que lorsqu'on parlait de lâcher prise, qu'on essaie d'avoir le vide du mental, de son cerveau, qu'on essaie de tout vider. Et c'est ce que nous appelons une certaine forme de retraite. C'est-à-dire qu'on prend congé de ce qu'on a toujours eu à penser, de ce qu'on a eu toujours à croire, son existence, ou de ce que peut bien être son passé, des choses concrètes quand même qu'on a eu à vivre, mais qu'on juge que ces choses ne sont pas utiles aujourd'hui. Voilà, donc il ne faut pas vivre sous la rancune de son passé, ou bien sous, c'est pas moi, une joie permanente de ce qu'on a fait par le passé, comme si c'était quelque chose de bien pour la suite de sa vie. Les expériences d'hier permettent des résultats de demain, d'accord. Mais lorsque on veut franchir le pas, on doit mettre de côté toute chose qui n'a pas de valeur pour son évolution spirituelle. Voilà. Alors, Monsieur Ben voudrait savoir si la méditation est dédiée à tout le monde, c'est-à-dire profane. Oui, disons, tout le monde doit changer de mode de vie. Peut-être même les malades. Parce que il y a certaines personnes qui, parce qu'ils sont porteurs des outils thérapeutiques, des machines et tout, ils ne peuvent pas savoir que le jeûne fait partie des thérapies, que ne pas manger du tout, ou alors ne faire que des diètes, fait partie des thérapies applicables à certaines maladies très graves, d'ailleurs très chroniques. Donc, c'est tout le monde qui doit chercher à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ce qu'on essaie de dire tout le temps, qu'entre Dieu et nous, il ne doit pas avoir des intermédiaires. Il n'y a personne qui est Dieu pour vous. Nous sommes tous des êtres mortels. Quelqu'un a parlé trop fort le matin, le soir, il ne vit plus. Voilà, alors qu'il promettait la mort aux gens. Mais lui, il ne vit plus. Alors, de la Guinée-Conakry, le téléspectateur voudrait savoir si le professeur a une école de méditation. Si oui, comment faire pour y adhérer lorsqu'on se retrouve à des milliers de kilomètres? Alors là,
la réponse sera donnée hors antenne parce que nous ne sommes pas là pour parler de nous. Nous sommes là pour faire évoluer les mentalités, pour relever les débats. On ne peut pas donner quand même un certain nombre d'informations à Mondiovision et qu'on est incapable de les transmettre aux gens qui s'y intéressent. Donc moi je pense que cette question trouve sa réponse sur la manière de communiquer déjà à cette émission. Alors, un autre message qui n'a peut-être pas grand-chose à voir, mais on va quand même le lire. J'ai des problèmes de masturbation. Est-ce que c'est un problème démoniaque, satanique, ou alors une envie volontaire? Et est-ce que la méditation pourrait m'aider à y remédier? Tout simplement, oui. Mais avec une préparation. Voilà. Parce que je ne vais pas dire à quelqu'un que la méditation est une prière. Que essaie de prier, donne ça à Dieu. Là, il faut qu'il aille à l'église, voir le pasteur. Peut-être lui, il a les prières qui pourront faire effet. La méditation n'est donc pas de ce registre-là. Voilà. Alors, on prend la toute dernière question. Bonsoir, professeur. Alors, vous parlez de méditation. Est-ce à dire qu'on ne devrait plus se battre au quotidien pour résoudre ces problèmes? Moi, je pense que la question là est sérieuse, mais je crois avoir répondu à cette question tout à l'heure en disant que si vous avez des problèmes au quotidien, c'est le problème mondaniste des mondanistes. Tout le monde a des problèmes de loyer, la majorité des gens payent le loyer, cherchent à payer le taxi pour aller au travail. D'aucuns ne travaillent pas et tout ça, c'est des problèmes. La méditation ne peut pas résoudre ces problèmes. Le travail de la méditation, c'est d'arriver à ne plus avoir des problèmes du genre dans le temps. Ce temps peut être un temps long ou un temps court, parce que vous pouvez arriver à un moment donné où vous entrez dans une certaine forme de retraite où vous n'avez plus besoin d'aller travailler. Ou on vous met en retraite. Bon, il faut tout continuer à résoudre les problèmes. Alors, dans ces cas, on fait comment? Donc moi, je pense qu'on va y revenir, on va essayer de voir dans le fond quels problèmes on a même. Et pourquoi solliciter la prière par rapport à ces problèmes, ou alors que ferait la méditation par rapport à ces problèmes-là. Voilà. Alors, professeur, nous sommes arrivés déjà au terme de notre émission. Un dernier mot avant de la conclure. Alors, le dernier mot, c'est que l'émission que nous faisons, c'est une émission éthique. Nous n'attaquons ni un système, ni un groupe de gens. Nous faisons un travail propre pour permettre à ce que l'être humain ne soit pas sous l'emprise de ce que l'Église appellerait le diable. Parce que le diable, c'est le monde tourné à l'envers. Le diable, ce n'est pas le diable lui-même. Le diable, c'est le monde tourné à l'envers. Donc, ceux qui nous écoutent, qui comprennent que notre préoccupation n'est pas de rivaliser des données géopolitiques du monde, mais c'est d'apporter des réponses aux âmes qui veulent être affranchies. Donc des personnes qui s'intéressent à leur vie intérieure et à leur spiritualisation au point à ce que leur évolution puisse aller jusqu'à ce qu'ils deviennent des divins. Parce que c'est le but de notre existence. Notre mission n'est pas d'avoir les armes et aller tuer les gens et mourir aussi. Comme le général de Gaulle et tous ces gens-là. Non. Notre but, c'est d'édifier le monde. Notre but, je dis notre but, le monde. C'est l'être humain dans le monde. L'homme avec un H. C'est ça son but. Malheureusement, le côté animal domine encore sur l'être humain. Et nous pensons que avec le 3e millénaire,
beaucoup de choses vont changer. Nous l'espérons bien. Parce que des événements comme ce qui se passe dans l'actualité maintenant interpellent plus d'une personne. Voilà. Alors rappelez-vous, nous avons commencé cette émission avec une maxime de quelqu'un que vous connaissez bien, de la méditation naît la sagesse. Je pense qu'on devrait tous s'y attarder parce que la divinité, si je ne me trompe pas, professeur, c'est la sagesse. Donc je vous souhaite de passer une excellente soirée. Donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine lorsqu'il sera 23h sur la même chaîne. Et surtout, si vous voulez revoir votre émission, parce que beaucoup ont demandé la rediffusion, il n'y a pas de rediffusion, mais vous avez la possibilité de réécouter votre émission sur YouTube dès la fin de la semaine. D'ici là, je vous souhaite de passer une agréable soirée et à la semaine prochaine. Bonsoir.